Comment développer son esprit critique? Aujourd'hui, c'est une capacité, une compétence qui me semble nécessaire, notamment aujourd'hui avec le flux d'informations que l'on a. On est parfois submergé d'informations qui ne sont pas forcément pertinentes, qui parfois sont carrément fausses. Et l'esprit critique permet justement de rétablir un certain équilibre. Tout simplement, c'est la capacité de pouvoir questionner une information que l'on reçoit. On ne prend pas pour argent comptant toutes les informations que l'on reçoit et on va la questionner pour savoir si c'est une information, une opinion, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est une information qui est manipulée ou non. Alors, pourquoi je parle de manipulation de l'information? Il faut savoir qu'à une époque, les médias étaient considérés comme un quatrième pouvoir, avec le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Aujourd'hui, ce rôle de quatrième pouvoir, pour la majorité, peut être remis en question, tout simplement puisque il faut savoir qu'il y a des intérêts économiques qui priment aujourd'hui dans cette société qui est fortement concurrentielle, et de nombreux médias sont rachetés par des personnes qui ont un intérêt économique et idéologique à manipuler l'information. Vous pouvez trouver notamment sur le monde diplomatique l'ensemble des médias et qui les possède. Et aujourd'hui, on peut voir avec par exemple Bolloré ou encore d'autres milliardaires qui achètent des médias pour pouvoir tout simplement en contrôler l'information. Ce n'est pas du tout une théorie complotiste. Vous pouvez voir dans le documentaire notamment Les Nouveaux Chiens de Garde comment cela s'agence. Également, on peut voir des témoignages d'anciens journalistes qui travaillaient dans des rédactions et après l'achat de leurs médias, ont vu leur ligne éditoriale un peu modifiée et une pression assez mise à certains journalistes qui ne voulaient pas la respecter. Avoir un esprit critique, ce n'est pas tout remettre en question, ce n'est pas non plus être complotiste, c'est tout simplement avoir la capacité à prendre du recul sur l'information qu'on me donne et pouvoir la contextualiser. C'est-à-dire de quoi on parle, d'où on parle, c'est-à-dire quel média, quel journaliste, qui, qui possède le média, est-ce que j'ai affaire à une information, est-ce que j'ai affaire à une opinion ou une analyse d'une information. Et quand on est sur une analyse d'une information, savoir de quelle information nous parlons. À travers cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, notamment pour pouvoir recontextualiser une information et savoir notamment si on est face à une information qui est vérifiable, qui est vérifiée, qui est juste, ou à une fake news ou une opinion, une manipulation de l'information. L'étape numéro 1 dans le cadre du développement de son esprit critique, c'est de connaître la source de l'information. Quand on parle de source, on va se questionner sur qui parle, sur quoi se base l'information que l'on m'a donnée, c'est-à-dire sur des études, sur des témoignages, sur des faits tout simplement. Et il faut être assez vigilant parce que lorsqu'on va parler de témoignages, on va se demander qui témoigne exactement. Je suis tombée récemment sur une vidéo qui est assez rigolote d'une certaine Corinne qui est souvent mobilisée chez BFM TV pour donner son avis en tant que Française lambda. Sauf que Corinne, on la retrouve dans diverses thématiques. Corinne est assez présente. La question est de savoir est-ce que Corinne est une Française lambda à qui on demande son avis ou elle est sélectionnée dans un petit panel qui va un peu dans la direction éditoriale de BFM TV. Donc, on peut se poser des questions, puisque là, je vais vous mettre la vidéo en question. Et c'est vrai que Corinne, on la retrouve assez souvent. Donc, ce témoignage est-il véridique? Est-ce que Corinne a des indications pour donner son avis sur certaines thématiques? Parce que bizarrement, ça coïncide assez souvent avec la DA de la chaîne. Alors Corinne, elle est en recherche d'emploi. Bon, elle est en recherche d'emploi, mais ça fait 6 mois qu'elle est tous les mois sur BFM pour faire partie du panel des Français. Alors là, elle a les cheveux, roux un peu, mais Corinne, vous allez voir, on la retrouve assez souvent sur BFM, dans les panels. Voilà, là, elle était là Corinne. Le pouvoir d'achat, c'est ça qu'on veut tous, on veut pouvoir manger, dit Corinne en recherche d'emploi. Voilà, elle était blonde, hein, voilà, en pleine crise politique, les Français prennent la parole et Corinne était là sur BFM, c'était il y a quelques semaines, hier, donc c'était pour, chier sur la France insoumise, en plus jamais je voterai pour la fille, bon là, voilà. Et là Corinne, attention Corinne, vous allez la retrouver, qu'est-ce qu'elle va être cette fois? Je mets avec toutes les Corinne. Alors elle a fait la crise agricole, il faut boycotter, pour Corinne, la France a été machin, manque d'humanité pour Corinne, Manuel et Corinne à Saint-Valéry, bah, elle est pas chômeuse en fait Corinne. Elle est elle est intervenante sur BFM. Ouh, on vous voit la CMA-CGM, hein, Rodolphe Sadé, on vous voit, c'est de la manipulation. Alors c'est mal fait, ça va, c'est rigolo. Moi, je suis venue surtout pour dire que j'ai honte, parce que j'ai voté pour LFI. Et que... Je parie qu'elle a pas voté pour les filles. Qu'est-ce que c'est une source fiable? Déjà, premièrement, on va se concentrer sur l'émetteur de l'information. Que ce soit le média, le journaliste, le spécialiste, l'expert. Savoir exactement qui parle.
Alors, le but n'est pas de dire que on a de la légitimité avec des diplômes, puisqu'il y a des experts qui sont reconnus dans les médias, dans le monde universitaire, sans forcément avoir de diplôme sur la question. Je vais prendre par exemple le cas de Edgar Morin, qui est un grand intellectuel français, qui écrit sur plusieurs thématiques, qui pourtant n'a pas de diplôme dans les domaines dans lesquels il s'exprime. Mais tout simplement, si j'ai envie d'avoir un avis sur les neurosciences, je vais préférer demander ça à quelqu'un qui a fait des études dans le domaine plutôt que le boulanger du coin. Alors là, il n'y a aucun mépris de classe, mais une personne qui travaille sur des questions régulièrement, qui en a fait son domaine d'études, aura forcément une expertise un peu plus poussée sur la question, même poussée tout court, que quelqu'un qui n'a jamais ouvert un bouquin de neurosciences. Du coup, qui parle, quelles sont ses études, quels sont les différents travaux qu'il a publiés, et également la manière de s'exprimer va influencer notre vision des choses. Donc, quelqu'un qui connaît son domaine va parler d'études, va parler de chiffres que l'on pourra retrouver sur des sources par exemple comme l'INSEE, etc. Mais encore, ce qui est important, c'est lorsqu'on a une information, c'est de se demander déjà par quels médias on a pu avoir accès à cette information. Par exemple, au niveau des financements, est-ce qu'il y a un intérêt politique, économique à ce sujet? Pour illustrer cela, on va prendre l'exemple de TF1 qui, lors d'incidents de chantier par le groupe Bouygues, qui est une information assez importante puisque c'est lié au nucléaire, bah, TF1 n'a tout simplement pas parlé de cet incident. Tout simplement parce que la chaîne fait partie du groupe Bouygues. Donc forcément, la ligne éditoriale va être influencée par qui possède le média. Et ce n'est pas encore une fois complotiste, c'est un constat, puisqu'il y a des intérêts économiques et politiques derrière, et c'est important de savoir qui finance, et est-ce que cette information a un intérêt quelconque pour profiter aux propriétaires de la chaîne, un intérêt économique ou politique. Ce qui est important aussi lorsqu'on a une information, c'est d'essayer de comparer différentes sources. Par exemple, on va nous donner une information, le pouvoir d'achat des Français a baissé de 10% en 2025. Ça, c'est pas une vraie information, hein, je l'ai inventé. Mais vous allez partir du postulat, ok, j'ai cette information. Est-ce que on me donne cette information, on se base sur une étude précise. Donc en général, ces études sont réalisées plus ou moins par l'INSEE, qui est un organisme assez sérieux. Donc là, on a une donnée de l'INSEE, mais par exemple, un autre journal va dire ah non, pas du tout. Le cabinet d'études XY a estimé que le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 3% cette année. Donc bien entendu, on va se pencher sur la méthodologie utilisée dans le cadre de ces statistiques. Donc un cabinet privé qui a des intérêts privés également, et l'INSEE qui est un institut connu et reconnu qui fait des études, son centre d'activité. Personnellement, je vais plutôt me pencher sur l'INSEE pour la véracité de ces données plutôt qu'un institut privé sorti de XY financé par un industriel de l'automobile par exemple. Donc voilà, là pour l'exemple des 10%, les 10% c'est une donnée chiffrée, c'est une information brute. Par la suite, il y aura l'interprétation de cette donnée. Il faut savoir que là on n'est plus dans de l'information, on est dans de l'analyse, de l'interprétation. Encore une fois, une analyse n'est pas neutre. Par exemple, si on prend le cas des 10%, on aura une chaîne qui va dire le pouvoir d'achat des Français a baissé de 10%, ce qui montre que les travailleurs et les ménages les plus modestes payent encore le prix des choix politiques en faveur des grandes entreprises. Donc cette analyse, elle est située. On va dire, si on veut la situer politiquement, on va dire qu'elle est plutôt à gauche. Là, l'idée, c'est de dire que le pouvoir d'achat des ménages a baissé parce que l'État a favorisé les entreprises qui payent moins et du coup, ça se répercute sur les petits ménages. A contrario, une autre analyse, partant du même postulat de la baisse de 10%, va être analysée de la sorte au fait que l'on doit réduire les dépenses publiques et également travailler sur la pression fiscale pour pouvoir relancer l'économie et protéger le niveau de vie. Là, on a une même information avec deux analyses différentes qui sont orientées politiquement et qui vont influencer également la vision de cette information et qui vont justifier plus ou moins certaines politiques. Nous, quand on reçoit cette information, comment l'analyser? Par exemple, pour la première théorie, qui fait le parallèle entre les ménages et les entreprises qui sont favorisées, ce qu'on va faire, c'est commencer à regarder les politiques publiques récentes en faveur des entreprises. Par exemple, s'il y a une baisse d'impôts,
une exonération des charges, un crédit d'impôt, etc. Et ça, on peut le retrouver notamment sur des sites officiels du gouvernement. Ensuite, on peut vérifier également au niveau des dépenses publiques, ou s'il y a eu par exemple une augmentation, une baisse du SMIC, une hausse de la TVA, etc. Ça, on peut le retrouver également sur les différents ministères selon le domaine, ou encore sur l'INSEE. Et on peut également se pencher sur des analyses d'économistes qui sont spécialistes de la question et qui pourront nous apporter une vision plus claire sur la réalité de ce chiffre. Du coup, pour la deuxième analyse, pour pouvoir la justifier et qui fait le parallèle plus avec une politique, la nécessité d'une politique d'austérité par rapport aux finances publiques, on peut déjà se pencher sur si les dépenses publiques ont augmenté au niveau de la santé, l'éducation, etc. Et si cette réduction a pu avoir un impact sur la situation économique ou, à contrario, l'a aggravée. Le but, c'est de aussi travailler sur les données des économistes. Parce que la plupart du temps, les journalistes des grandes chaînes de médias vont parfois inviter des économistes qui ont des théories qui favorisent la ligne éditoriale de la chaîne. Le but est également de comparer les économistes, comparer leurs méthodes et leurs discours. Il faut savoir que si la réalité ne va pas dans le sens de l'information qu'on nous a donnée à ce sujet, on va rapidement s'en rendre compte et les économistes vont un peu broder sur le plateau et on va voir que derrière, il n'y a aucune donnée tangible. La deuxième étape que j'aurais peut-être dû mettre en première étape, c'est avoir conscience de ces biais. On va parler de biais cognitifs. C'est-à-dire, ce sont des mécanismes inconscients que l'on va acquérir tout au long de notre vie qui va influencer notre vision du monde. Alors, ce qui peut être difficile avec les biais cognitifs, c'est que justement, ce sont des biais inconscients, donc c'est très difficile d'en avoir conscience. Et bien entendu, le but, comme disait Weber, c'est d'atteindre justement cette neutralité axiologique, mais il faut avoir conscience que cette neutralité est un idéal et personne n'est neutre, contrairement à ce que peuvent nous dire certains intellectuels faussaires, pour reprendre l'expression de Pascal Boniface, sur les différents médias et notamment les chaînes d'information continue. Un exercice qui peut être pertinent et qu'on fait régulièrement en sciences humaines et sociales, c'est de se faire un autoportrait, une auto-analyse. En sociologie, ça peut être un peu compliqué parce que du coup, on va se regarder soi-même comme un objet d'étude. On peut le faire sous différentes dimensions. Ça va être un portrait complet, c'est-à-dire votre naissance, lieu de naissance, date de naissance, et recontextualiser cela. Le fait d'être né, par exemple, à Paris, dans le 16e arrondissement, et le fait d'être né à Ajaccio et avoir grandi là-bas, forcément, on va pas avoir la même vision de la vie, et il y a un contexte socio-économique qui va nous influencer et qui va influencer notre manière de voir la vie. Donc voilà, vous allez faire une évaluation un peu temporelle, également de l'environnement politique et social de l'époque, le lieu de naissance, la profession des parents, ville de résidence, si vous avez déménagé, le revenu des parents, si vous avez des activités extrascolaires, votre parcours scolaire également, votre lieu de résidence, si vous avez par exemple accès à des livres, à des lieux culturels, CD, des sorties, si vous avez grandi dans une chambre seule, etc. Ensuite, vous allez pouvoir faire votre parcours de vie, c'est-à-dire votre parcours scolaire, professionnel, associatif, etc. Si vous avez fait des stages, est-ce que vous avez eu un sentiment d'appartenance à une classe face à des événements, par exemple lorsqu'on est à l'école et qu'on va parler de vacances au ski, de sorties culturelles, est-ce que vous avez déjà ressenti un décalage? À quel moment vous avez ressenti un décalage dans votre parcours de vie, que ce soit à l'école, dans des clubs de sport, etc. Et enfin, vous allez observer vos différents environnements, la famille, école, association, travail, quels sont les gens que vous côtoyez. En fait, tout ça, ça va influencer notre manière de voir la vie et ça va agir un peu comme des filtres. On va avoir une genre d'œillère. Et il faut également avoir conscience que on a un niveau de connaissance qui est limité. Alors, ce n'est pas pour dire que voilà, on n'aura jamais un niveau de connaissance complet, etc. Le but, c'est d'en avoir conscience parce qu'on a des œillères. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une voiture.
Vous, par exemple, vous êtes un expert sur le moteur. Vous savez comment on le monte, comment on le construit, les matériaux, son fonctionnement, etc. Vous êtes un expert total sur les moteurs de voiture. Mais si on vous demande comment fonctionne une voiture, vous n'aurez pas la capacité d'expliquer comment fonctionne totalement dans son entièreté une voiture puisque vous êtes expert uniquement en moteur. Et c'est un peu comme ça que les êtres humains fonctionnent. On est limité, on a des genres d'œillères et avoir conscience qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances nécessaires, ça va nous permettre de relativiser le savoir que l'on a en se disant je peux faire des erreurs de jugement, mon opinion, ma vision des choses peut être fausse parce que je n'ai pas toutes les informations et ça vraiment, ça change la donne. Pour le troisième conseil, il peut paraître un peu saugrenu parce que lorsqu'on parle d'esprit critique, ça nous renvoie plus souvent à de l'objectivité, qui est le contraire de la subjectivité, mais ça me semble quand même important, c'est de penser à nos émotions lorsqu'on est face à une information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous demander, qu'est-ce que cette information me procure? Est-ce qu'elle me met en colère? Est-ce qu'elle me rassure? Est-ce qu'elle me choque? Que ce soit une émotion négative ou positive, et se demander si je n'avais pas ce sentiment face à cette information, est-ce que je vais l'accepter de la même manière et est-ce que je vais la traiter de la même manière? Alors, pour terminer, voici le récap de toutes les informations que j'ai pu vous donner et les conseils listés. Premier point, vérifier l'auteur de l'information, sa fiabilité, expertise, parcours, travaux, éventuellement s'il a écrit ou réalisé d'autres articles ou reportages. Et aussi se demander si face à cette information il y a un intérêt économique ou politique. Deuxième point, avoir au moins 3 sources différentes d'informations pour être sûr que votre information est bien réelle et vérifiée et que ce n'est pas uniquement l'interprétation d'un média avec une orientation éditoriale. Troisième point, identifier ses biais. Pour sortir de cela, je vous ai donné ce petit exercice qui est très courant en sociologie, mais également durant les concours d'éloquence, il y a un exercice qui peut paraître pertinent aussi au niveau des biais, c'est se faire un peu l'avocat du diable en argumentant une thèse inverse. Donc par exemple, je vais vous prendre un exemple de thématique lors d'un concours d'éloquence. Il y a une personne qui va débattre sur le fait que l'habit fait le moine et une autre personne va débattre du fait que l'habit ne fait pas le moine, c'est-à-dire la thèse contraire. Donc lorsque vous avez une information et que vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de biais de confirmation de votre côté, n'hésitez pas à argumenter et faire l'avocat du diable et voir éventuellement s'il y a des arguments, des études qui vont dans le sens de ces contre-arguments. Ça peut être intéressant également comme exercice. Ensuite, le quatrième point, réinscrire l'information dans son contexte. C'est-à-dire, vous allez poser votre question de qui, quoi, comment, où, quand et pourquoi, qui a intérêt à cette information. Et attention, il est important de distinguer l'information de l'opinion ou de l'interprétation. Ensuite, n'hésitez pas à chercher des contre-exemples ou des exceptions. Si on reprend l'adage, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est bien vrai, mais ces exceptions ont souvent des parcours très précis et peuvent être justifiées scientifiquement. D'ailleurs, c'est ce que fera le sociologue Bernard Lahire avec les questions de reproduction sociale et comment il y a ces exceptions, par exemple avec la figure, même si j'aime pas ce terme de transfuge, qui peut être expliquée sociologiquement parlant. Et ensuite, il est important, selon moi aussi, de lire hors de sa bulle d'opinion, de raisonnement. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une idée, la plupart du temps, on va lire des travaux qui font un peu dans notre sens de manière de penser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lire également des personnes qui vont à l'encontre de votre manière de penser. Bon, il faut dire que la plupart du temps, vous allez constater que les raisonnements sont assez mauvais, il y a très peu de preuves scientifiques et le travail n'est pas très, on va dire, réglo. Mais ça permet d'avoir un autre chemin de pensée pour pouvoir alimenter votre réflexion et c'est important de pouvoir le faire également.